À tous, aujourd'hui on va essayer de vous introduire à la pathologie hernière et on va essayer de voir ensemble c'est quoi une hernie de la paroi abdominale et surtout arriver à poser le diagnostic d'une hernie de la paroi à l'examen clinique. Tout d'abord, il faut savoir que la pathologie hernière ou bien les hernies de la paroi, c'est une pathologie qui est très fréquente en consultation, qu'environ 150 000 patients sont opérés chaque année et que c'est une pathologie qui peut apparaître à tout âge de la vie, donc allant du nouveau-né jusqu'au sujet âgé. La principale complication des hernies étant l'étranglement et on parlera alors de hernie compliquée, étranglée. Le traitement est principalement chirurgical. Comment définir la hernie de la paroi? La hernie, elle est définie par un passage d'un organe intrapéritonéal ou intra-abdominal entouré d'un sac péritonéal à travers un orifice naturel. Donc il faut toutes ces composantes pour parler d'une hernie. Donc il faut que l'organe qui est à l'intérieur passe à travers un orifice et qu'il soit contenu dans un sac hernière. Donc l'orifice doit être naturel, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé par une intervention de l'homme. L'orifice naturel, généralement, il correspond à un point de faiblesse de la paroi abdominale. Les principaux points de faiblesse, on va les voir, c'est surtout la région inguinale et la région ombilicale. Ils sont exclus de ce cours les hernies incisionnelles ou bien ce qu'on appelle les éventrations de la paroi abdominale. C'est quoi les éventrations? Ce sont des hernies qui surviennent au décours d'une intervention chirurgicale, c'est-à-dire l'orifice par lequel vont sortir les organes. Ce sont des cicatrices d'intervention et ce n'est pas un orifice naturel. Donc, ça ne sera pas traité au cours de ce topo. Alors, la survenue d'une hernie se fait à la suite bien sûr de certaines circonstances qui sont d'abord l'existence de cet orifice ou bien ce point de faiblesse et surtout des facteurs qui vont favoriser l'issue des organes. Quels sont ces facteurs? Ce sont tous les facteurs qui vont entraîner une hyperpression abdominale. Par exemple, la toux, la constipation, la dysurie, le travail manuel comme le port de charges lourdes, etc. Donc tout ça, il va être à l'origine d'une augmentation de la pression dans l'abdomen et qui va favoriser la sortie des organes ou bien qui va pousser les organes à travers l'orifice hernière. Et donc, ces facteurs-là, il faut les connaître et les chercher à l'interrogatoire. Donc, ce sont ce qu'on appelle les pousseurs chroniques. Les pousseurs chroniques, les insuffisants respiratoires, les constipés, les patients qui présentent un adénome de prostate par exemple et qui font des dysuries et les personnes qui font des travaux manuels comme les maçons, etc. Deuxième facteur favorisant, ces facteurs ils sont liés aux patients, tels que l'âge du patient, donc le nouveau-né, les âges extrêmes comme le nouveau-né et le sujet âgé. Deuxièmement, il y a l'obésité. L'obésité, elle favorise la survenue de hernie en altérant la paroi abdominale. Donc, l'obésité, elle va entraîner une faiblesse de paroi, une altération de la qualité de la paroi abdominale et il va favoriser la survenue de hernie. Donc, troisièmement, on a la faiblesse de paroi, comme le cas des femmes multipares, donc une femme qui a eu beaucoup d'enfants, plus de 4 enfants, donc elle va fragiliser sa sangle musculaire et elle va entraîner bien sûr une faiblesse de paroi, la dénutrition, il y aura lors de la dénutrition une perte de la masse musculaire et quand il y a une perte de la masse musculaire, il y a bien sûr fragilité et faiblesse. D'autres facteurs donc, qui est important, c'est la survenue d'une hernie. Donc, lorsque le patient a déjà une hernie, ça constitue en lui-même un facteur de risque pour qu'il y ait d'autres hernies dans d'autres orifices. Alors, quels sont les différents types de hernies? Les différents types de hernies, elles sont définies par leur siège. Et pour connaître le siège, il faut connaître les principaux points de faiblesse de la paroi abdominale.
c'est les zones de faiblesse. Ce sont les endroits où les muscles sont très fins et sont traversés par des artères ou des veines, ou qu'il y a des petits trous physiologiques qui vont par la suite s'élargir et former des orifices hernières. Donc, quels sont les principaux? Si on a d'abord la ligne blanche abdominale, donc elle est formée par l'entrecroisement. Donc, il y a des fibres aponevrotiques des muscles abdominaux. Donc, les principaux muscles de l'abdomen, vous les connaissez, ce sont les muscles grands droits de l'abdomen, droit et gauche, et les muscles larges latéraux, il y a l'oblique interne, l'oblique externe et le transverse en profondeur. Donc, tous ces muscles, ils sont entourés de fibres aponevrotiques, donc elles vont tous converger vers la ligne médiane, s'entrecroiser en X comme ça, et former la ligne blanche abdominale. Parfois, il y a des petits espaces comme ça qui restent de 2-3 mm et qui vont constituer dans l'avenir un orifice, qui peuvent constituer sous l'effet des facteurs favorisants qu'on a vu tout à l'heure un orifice hernière. Le deuxième point de faiblesse, c'est l'ombilique. L'ombilique, on sait qu'il livre passage à la veine ombilicale. Donc l'ombilique, il doit se fermer dans les premiers mois de naissance, mais parfois il ne se ferme pas. Il va rester béant et il va constituer donc un orifice hernière. Le troisième point de faiblesse, qui est très fréquent, très connu, c'est la région inguinale ou bien l'aine, A-I-N-E. Donc l'aine, on va le voir, c'est une zone de faiblesse parce il y a plusieurs orifices qui livrent passage au vaisseau et aux nerfs et qui peuvent constituer un point de faiblesse de la paroi abdominale. Alors, si on voit la constitution de la paroi, donc dans une tranche de section, on voit qu'elle est formée de l'intérieur à l'extérieur du péritoine, du muscle abdominal avec ses aponevroses, le tissu de soutien sous-cutané et la peau. Et donc, on voit qu'un orifice ici, on voit bien ici sur la coupe, un orifice hernière avec une anse qui s'engage dans l'orifice et qui est entourée par le sac péritonéal, Et cette anse, cette hernie, elle va grossir sous l'effet de la pression et il peut y avoir une souffrance ici, vous voyez. Donc tous ces tissus, ils peuvent s'amincir sous l'effet de la pression et entraîner par la suite des troubles trophiques, on va le voir. Alors, quels sont les différents types de hernies? On va les voir une à une. Donc, on a d'abord les hernies de l'aine. C'est quoi l'aine? C'est cette zone-là. C'est une zone de transition entre l'abdomen et la cuisse. Elle comprend deux zones séparées par le ligament inguinal ou l'arcade crurale, ici en rouge. Donc, cette zone inguinale ou bien l'aine en général, donc il y a un passage de l'abdomen vers la cuisse et vers les organes génitaux. Donc, qu'est-ce qu'il y aura? Il y a des orifices ici qui vont laisser passage des éléments physiologiques comme le canal déférent ou bien le cordon spermatique chez l'homme, le ligament rond chez la femme, et en bas, on a les vaisseaux fémoraux qui vont sortir, qui vont venir de l'abdomen et descendre vers la cuisse. Donc, tous ces points de passage, ils forment en réalité des points de faiblesse. Donc, c'est ça, la zone inguinale ou bien l'aine en général. Elle est divisée en deux par l'arcade crurale ou le ligament inguinal, c'est les deux noms de cet élément, c'est un élément ligamentaire aponevrotique qui est tendu entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'épine du pubis. Voilà. Donc c'est ça, la région inguinale. Donc la zone inguinale, elle va contenir le canal inguinal qui est un conduit oblique en bas et en dedans, un canal inguinal qui est un conduit oblique en bas et en dedans, et qui va livrer passage aux éléments du cordon spermatique, c'est le canal déférent, l'artère, la veine et le nerf déférent. Donc les nerfs funiculaires qui vont passer dans le cordon spermatique chez l'homme. Et chez la femme, il livre passage au ligament rond de l'utérus, donc qui va jusqu'à la grande lèvre, et c'est un ligament qui sert à la suspension de l'utérus. Donc c'est un moyen de fixité de l'utérus. Donc ça, c'est pour ce qui est du
canal inguinal. La deuxième région, c'est la région crurale, c'est le trigone fémoral ou bien le triangle de Scarpa. Donc cette zone-là, c'est la racine de la cuisse, elle correspond à la racine de la cuisse, et c'est à ce niveau-là où il y a le paquet vasculo-nerveux fémoral. Il y a l'artère, il y a le nerf fémoral, l'artère et la veine fémorale. Donc ce sont les vaisseaux fémoraux et le nerf crural. D'accord? Alors, la première hernie à ce niveau, c'est la hernie inguinale. Donc 96% des cas, c'est la plus fréquente, vraiment la plus fréquente. Elle touche plus l'homme que la femme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a un canal inguinal qui est assez, on peut dire, fragile, ou bien c'est un vrai canal où il y a le passage du cordon spermatique. Et donc s'il y a un vrai canal, donc c'est qu'il y a un point de faiblesse. Chez la femme, généralement, il est réduit, ce canal inguinal, puisqu'il n'y a que le ligament rond qui passe. Alors que chez l'homme, il y a des éléments nobles, ce qu'on appelle des éléments nobles, le canal déférent, ses vaisseaux et ses nerfs. Donc le collet, qu'est-ce que c'est le collet? Le collet, c'est le nom, ou bien c'est la projection clinique de l'orifice hernière. L'orifice hernière, c'est quoi? C'est le trou anatomique par lequel vont sortir les éléments, ou bien vont sortir les viscères, ou bien le contenu du sac hernière. C'est ça l'orifice hernière, mais on l'appelle collet lorsqu'on l'examine. À l'examen clinique, on va chercher le collet. Donc à la palpation, on va trouver le collet à travers l'examen clinique. Donc anatomiquement, c'est le trou, ou bien l'orifice hernière, c'est le collet à l'examen clinique. Donc ce collet-là, il va se situer au-dessus de la ligne de Malgame. Alors vous allez me dire, c'est quoi la ligne de Malgame? La ligne de Malgame, c'est la projection clinique de l'arcade crurale ou bien de ligament inguinal, dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est la projection clinique. Quand j'examine mon malade, donc c'est pas à la dissection que je vais le trouver. Donc comment je sais que c'est le passage? C'est ça, c'est le pli. C'est ce pli-là qui va de l'épine iliaque antéro-supérieure à l'épine du pubis. Et c'est lui qui définit cliniquement la zone inguinale de la zone crurale, cliniquement. Donc le cordon ou bien le ligament inguinal, c'est le nom anatomique, mais cliniquement, la projection clinique, c'est la ligne de Malgame qui correspond à l'arcade crurale. Donc ce qui se trouve au-dessus de la ligne de Malgame, il est appelé hernie inguinale, et ce qui se trouve au-dessous de la ligne de Malgame, il est appelé hernie crurale. C'est ça ce qu'on va dire. Alors, la hernie inguinale, donc elle se situe au-dessus de la ligne de Malgame, ou bien de l'arcade crurale. Donc, il y a deux types de hernie inguinale. Donc, on distingue la hernie indirecte. La hernie indirecte, elle suit le trajet du cordon spermatique. Donc le cordon, il vient de l'intérieur, il va sortir par l'orifice profond, traverser la paroi abdominale de façon oblique en bas et en dedans pour arriver jusqu'au scrotum, si on peut dire ici. Sinon, on va voir là. Voilà. Donc il va sortir de l'intérieur, sortir par là, dans l'orifice profond, et suivre un trajet oblique en bas et en dedans et descendre vers la loge scrotale. Donc c'est ça le trajet du cordon spermatique. Donc de l'orifice profond en dehors des vaisseaux épigastriques. Donc elle est appelée hernie oblique externe ou bien hernie indirecte. Et elle est souvent congénitale. Pourquoi congénitale? Parce que ce canal-là, qui est généralement se ferme dans les premiers mois de la vie, il va rester béant. Donc ce qu'on appelle la persistance du canal péritonéo-vaginal. C'est la persistance du canal péritonéo-vaginal et ce qui va entraîner la hernie indirecte. Le deuxième type de hernie, inguinale toujours, c'est une hernie directe. Elle siège toujours au même niveau, elle est toujours au-dessus de la ligne de Malgame, mais sauf que cette fois-ci, elle n'est pas due à la persistance du canal, qui est fermé à la naissance, mais plutôt à une faiblesse de sa paroi postérieure.
donc qui est le fascia transversalis. Donc le fascia, c'est l'aponévrose du muscle transverse de l'abdomen qui est lâche, qui est fatigué, qui est affaibli sous l'effet de plusieurs facteurs. Et pour cela, donc la hernie, elle va profiter, si l'on peut dire, de ce point de faiblesse et sortir pour après descendre dans le même trajet et former une hernie inguinale. Donc il faut savoir que c'est deux types de hernies. Toutes les deux, elles sont situées au-dessus de la ligne de Malgame, mais elles sont différentes par leur pathogénie. La première, elle est congénitale parce qu'il y a une persistance du canal péritoneo-vaginal. Donc ce canal inguinal, il est ouvert, donc elle peut s'engager à l'intérieur et elle peut être acquise. Et dans ce cas, il y a une faiblesse, juste une faiblesse pariétale postérieure où la hernie va se positionner. Donc, comment on fait la différence entre ces deux types à l'examen clinique? On le fait par ce qu'on appelle la manœuvre du doigt ganté de la pose scrotale. Ganté, ça vient de gant. Donc, on va examiner le patient. Toujours, on va le voir après les méthodes de l'examen. Mais ici, je vous dis seulement comment faire la part des choses entre hernie directe et hernie indirecte. Donc, le doigt ganté ou bien le doigt coiffé de la pose scrotale, il va s'introduire dans l'orifice inguinal, il va suivre le trajet du canal inguinal. Vous voyez? Alors, si ma hernie, elle va venir dans ce sens, dans le même sens et rencontrer la pulpe de mon doigt, ça veut dire qu'elle est dans le trajet du canal, avec le cordon, et c'est une hernie indirecte. Donc, on peut à peu près savoir que c'est une hernie indirecte ou bien congénitale. Maintenant, si ma hernie, elle ne vient pas dans ce sens du haut vers le bas, elle va sortir juste ici et buter latéralement contre mon doigt. Dans ce cas-là, c'est une hernie par faiblesse postérieure et donc c'est une hernie acquise. C'est une hernie acquise ou directe. Donc, vous voyez ici la méthode de l'examen. Et donc, voilà, je vous l'ai expliqué. Si elle est perçue au bout du doigt, ici, elle vient comme ça, elle est indirecte. Mais si elle vient là, derrière, elle est directe. Alors, le deuxième type de hernie, toujours au niveau de l'aine, on a vu la hernie inguinale. Il nous reste le deuxième type qui siège au-dessous de la ligne de Malgame, au niveau de la racine de la cuisse. Vous voyez bien ici, au niveau de pli de la cuisse. Alors, c'est la hernie crurale ou fémorale. Vous pouvez trouver dans certains manuels la hernie fémorale. Et donc, la hernie fémorale, elle représente 4% des cas. Elle se situe au-dessus de la ligne de Malgame. Elle atteint surtout la femme. Elle est prédominante chez la femme. Et elle est souvent source d'étranglement. Ici, j'ai mis 3 croix. Pourquoi? Parce que l'orifice crural à ce niveau, donc, c'est un petit orifice qui est situé entre l'arcade crurale et les vaisseaux en arrière et qui est inextensible. Il est inextensible. Il est très très tendu et il ne va pas s'élargir. Donc, s'il y a un engagement d'une anse, par exemple, ou d'un sac hernière à l'intérieur, il va tout de suite s'étrangler parce qu'il ne peut pas se réintégrer tout seul. Et donc, elle est souvent révélée par l'étranglement. Souvent, elle est révélée, le mode de révélation, bien la circonstance découverte d'une hernie crurale, souvent, c'est un étranglement. Les autres types de hernies qui sont plus ou moins fréquentes que la hernie inguinale, on a la hernie épigastrique. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure à quel niveau. Donc, elle se développe à travers un défect de la ligne blanche abdominale. Donc, au-dessus de l'ombilic, qui peut être unique ou multiple, parce que là, il y a, je vous ai dit, entrecroisement comme ça en X, et là, il peut y avoir des espaces à n'importe quel niveau entre l'axiphoïde et l'ombilic et constituer des hernies épigastriques. Voilà. Parfois, il y a une association avec la hernie ombilicale. C'est quoi la hernie ombilicale? Vous voyez ici, c'est un petit enfant, un nouveau-né, avec un ombilic totalement déplissé, ouvert. Et donc, c'est l'orifice qui ne se ferme pas à la naissance ou bien qui va se réouvrir sous l'effet d'autres facteurs comme la cirrhose. Donc, si vous remarquez que tous les cirrhotiques pratiquement, ils ont une hernie ombilicale. Ils ont une hernie ombilicale. Donc, elle se voit souvent chez le nouveau-né et
les cirrhotiques. Il y a d'autres types de hernies qui sont plus rares, donc on va juste les citer sans les détailler, mais que vous pouvez rencontrer dans la littérature ou dans la vie commune. Alors il y a les hernies de Spiegel. Donc là, le Spiegel c'est quoi? Donc le Spiegel c'est cette ligne ici, c'est la ligne blanche, ce qu'on appelle externe. Donc ici à ce niveau, il peut y avoir aussi des points de faiblesse et issus de hernie à ce niveau-là, et on parlera alors de hernie de Spiegel. Il y a les hernies de Jean-Louis Petit. Jean-Louis Petit, c'est à ce niveau-là où les muscles larges, ils vont, si l'on peut dire, frôler la crête iliaque et se croiser latéralement. À ce niveau, il peut y avoir des espaces, des triangles. Il y a un triangle ici qu'on appelle le triangle de Jean-Louis Petit. Donc, il peut rester béant et livrer passage à un contenu hernière. Donc, il y a les hernies obturatrices et là, elles sont plus rares. Les hernies obturatrices, je ne sais pas si je peux vous montrer ici à ce niveau-là. Donc, derrière, elles sont examinées en postérieur. C'est le plancher. Elles surviennent dans le plancher du périnée. Et c'est des hernies très, très difficiles à mettre en évidence. Et elles sont très, très rares. Elles sont très rares. Voilà. Alors, comment fait-on le diagnostic d'une hernie? C'est très simple. Le diagnostic, il est purement clinique. Je l'ai mis en gras. Purement clinique. Il n'y a pas de nécessité d'examen complémentaire pour poser le diagnostic d'une hernie. Si l'on connaît bien notre sémiologie, on arrivera à poser le diagnostic d'une hernie de la paroi non compliquée. Quels sont les signes fonctionnels? Les signes fonctionnels, c'est le patient qui se ramène et qui va rapporter la notion de gêne, bien de douleur inguinale, parfois une tuméfaction qui va augmenter à la toux. C'est généralement les principaux motifs de consultation. Donc il a une gêne à la marche au niveau inguinal, parfois une douleur à la marche, et sinon carrément une tuméfaction qui va grossir et augmenter à la toux. L'examen clinique, il y a des conditions. Cet examen, il doit être fait couché et debout. Donc c'est un examen dynamique on va faire participer le patient. Donc c'est pas un examen statique où le patient est allongé et on va tout retrouver. Non, c'est un examen dynamique. Le patient, il va participer à l'examen clinique. Il se fait en position couchée et debout, de façon comparative bilatérale. Donc il faut toujours regarder des deux côtés. On l'a dit tout au début que la survenue d'une hernie d'un côté peut être un facteur favorisant d'une autre hernie. Donc il faut toujours le chercher. Donc position couchée puis debout, comparatif bilatéral, sans et avec effort de poussée. Donc il faut, c'est pour ça que je vous ai dit dynamique, il faut ce qu'on appelle reproduire cette hernie. Il faut reproduire la hernie pour pouvoir la diagnostiquer. Comment? Donc c'est en créant cette hyperpression ou bien cet effort de poussée. Le moyen le plus simple, c'est la toux. Il faut demander au patient de tousser pour reproduire la hernie. Qu'est-ce qui va se passer? En l'absence de complications, c'est-à-dire une hernie inguinale non compliquée, qu'est-ce qu'il y aura? On aura une tuméfaction expansive, impulsive et réductible. Expansive et impulsive à la toux et réductible. Alors, c'est quoi expansive, impulsive à la toux? Alors, si je mets ma main sur la tuméfaction, je demande au patient de tousser. Donc, cette tuméfaction, elle va prendre du volume brutalement sous l'effet de la poussée et elle va écarter mes doigts. Elle est impulsive, expansive. Donc, elle sort et elle prend du volume brutalement. C'est ça, expansive et impulsive à la toux. Et après, ma main, je pousse très doucement et je vais essayer de la réduire. Si j'arrive à la réduire et la réintégrer dans son trajet, et donc là, c'est une hernie. C'est une hernie de la paroi. Ce sont les caractéristiques sémiologiques de la hernie non compliquée. Et elle est surtout non douloureuse. L'examen clinique est toujours possible. En dehors de complications, c'est toujours possible de faire l'examen clinique
Et donc, le but, c'est de reproduire cette hernie. Comment? En demandant au patient de tousser. Et lors de l'effort de toux, il va y avoir l'apparition de la tuméfaction qui va prendre du volume. Il va sortir brutalement, prendre du volume. Donc, elle est expansive, impulsive à la toux. Et que je pourrais réduire par ma main très doucement, sans aucune douleur. Et donc, ça, c'est une hernie inguinale non compliquée. Donc, au niveau inguinal, je le répète toujours, le collet, il est au-dessus de la ligne de Malguin. Donc, le collet, quand je vous ai dit, c'est notre projection clinique, si l'on peut dire, de l'orifice hernière. Et au niveau crural, il est au-dessous de la ligne de Malguin, donc au niveau de la racine de la cuisse. Et il faut toujours pratiquer la manœuvre du doigt coiffé de la peau scrotale pour essayer plus ou moins de déterminer l'origine de la hernie, si elle est congénitale ou acquise. Donc, quels sont les diagnostics différentiels? Donc, c'est simple. Donc, tout ce qui peut former une tuméfaction ou bien une masse au niveau de la région inguinale, par exemple, il peut constituer un diagnostic différentiel. Par exemple, un lipome, une adénopathie inguinale, tout ce qui fait une tuméfaction non douloureuse là-bas. Donc, le kyste du cordon spermatique, donc on peut trouver un kyste le long du cordon, une hydrocèle. L'hydrocèle, c'est quoi? C'est une collection, si l'on peut dire, séreuse, de liquide séreux, qui se constitue dans la membrane vaginale du scrotum et qui va former une tuméfaction inguinoscrotale qui peut simuler une hernie. Et ici, j'ai mis épreuve de transillumination. Donc, on va essayer d'appliquer une source de lumière contre la peau scrotale et voir si cette tuméfaction, elle laisse passer de la lumière. Donc, il y aura une transillumination. Il y a un passage de la lumière à travers. On voit que à travers la peau, on voit de la lumière à travers la peau scrotale. Donc là, on dit que la transillumination elle est positive. Donc, c'est de l'eau à l'intérieur. Donc, ce n'est pas une hernie. Donc, ça, c'est parmi les éléments cliniques du diagnostic différentiel. Et on a aussi l'ectopie testiculaire. Donc, un testicule qui n'est pas à sa place, qui peut être situé à la racine du scrotum, il peut simuler une hernie inguinale. Il peut simuler une hernie inguinale. Mais pour avoir le diagnostic de certitude, il faut retenir, c'est surtout les caractéristiques. Donc, toutes ces tuméfactions que j'ai citées, elles ne sont pas mobiles, mais elles peuvent prêter à confusion. Donc, il faut surtout savoir détecter une hernie qui n'est pas douloureuse et surtout, essayer de la reproduire cliniquement par la manœuvre de la toux et voir si elle est expansive et impulsive. Donc, c'est suffisant pour poser le diagnostic positif. Alors, comment elle va évoluer cette hernie? Alors, en l'absence de traitement, alors si je ne traite pas mon patient, si je ne règle pas le problème des facteurs déclenchants, donc j'aurai la hernie, elle va évoluer, elle va se compliquer. Comment? Donc, soit on va avoir une progression. Une progression, c'est quoi? C'est que cette hernie, le malade, il va continuer à pousser et la hernie va continuer à grossir, mon orifice, il va continuer à s'élargir et je me retrouverai avec d'énormes hernies inguinoscrotales, des trucs géants comme ça, une descente de tous les organes ou bien les anses intestinales qui vont descendre à l'intérieur du scrotum avec une gêne très importante du patient. Et donc, c'est l'augmentation progressive du volume, de la taille qui va devenir invalidante. Voilà. Ça, c'est la première évolution, la plus simple. Deuxièmement, on peut avoir des troubles trophiques ou bien des troubles cutanés. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure que la paroi abdominale, sous l'effet du frottement et de la compression, elle risque de s'amincir, de fragiliser et là entraîner des ulcères de la peau et une infection à ce niveau-là, dans ce qu'on appelle les troubles trophiques et les troubles cutanés. Troisièmement, l'évolution qui est, si l'on peut dire, qu'on craint le plus, c'est l'étranglement. L'étranglement hernière. C'est quoi l'étranglement? C'est la complication la plus redoutable parce qu'elle peut être mortelle. En l'absence de traitement, elle peut être mortelle. C'est quoi l'étranglement? L'étranglement, c'est l'incarcération de l'anse ou bien du viscère
hernier dans le sac hernière. Et il sera étranglé par l'orifice. Il ne pourra plus revenir dans la cavité abdominale. Donc, ce sont les principales. Donc, elle va perdre les principales caractéristiques, qui est impulsive, expansive à l'atout, réductible et non douloureuse. Donc, c'est tout à fait l'inverse. Elle va devenir irréductible, douloureuse, non impulsive et non expansive à l'atout. Donc, dès qu'elle sort, elle ne va plus réentrer, elle va se bloquer là-bas, elle va devenir tendue, très douloureuse, et c'est ce qui fait les caractéristiques d'une hernie inguinale, une hernie en général étranglée. Donc, par définition, elle est donc une hernie devenue douloureuse et irréductible. L'étranglement, il va entraîner la douleur. Le patient, il va sentir une douleur très intense, aiguë, qui est liée à la souffrance du viscère étranglé, qui est le plus souvent l'intestin grêle, parfois le côlon, l'appendice, l'épiplan ou l'ovaire. Donc tout ce qui est libre dans la cavité abdominale, il peut s'engager dans un sac hernière. Donc vous voyez, on a plusieurs organes. Deuxièmement, la nécrose. Et ça, c'est la complication qu'on craint le plus. Donc si vous étranglez quelqu'un, forcément il va mourir. Donc la nécrose ischémique du viscère ainsi étranglé peut être rapide. Quelques heures à 1 ou 2 jours selon les cas. Donc, l'obstacle causé par l'étranglement, il va entraîner un autre tableau clinique que vous connaissez, c'est l'occlusion intestinale. C'est une occlusion intestinale mécanique par strangulation qui peut être d'évolution rapide et grave. Donc, vous voyez, les conséquences de l'étranglement hernière, elles sont d'ordre local et général. Localement, je vais avoir une anse qui va souffrir, qui risque de se nécroser. Et sur l'ordre général, j'aurai le tableau d'une occlusion intestinale aiguë par strangulation qui peut avoir des répercussions rapides, un retentissement rapide sur l'état général et par la suite des complications. Alors, c'est une urgence absolue. Le diagnostic, il est strictement clinique. Pourquoi je répète clinique? Il ne faut pas retarder la prise en charge par la demande des examens complémentaires qui sont parfois inutiles. Donc, si on connaît bien notre clinique, on arrivera à poser le diagnostic. L'examen du malade allongé et déshabillé. Pourquoi? Il faut voir toutes les régions, tous les orifices, permet de retrouver facilement dans la région une tuméfaction plus ou moins volumineuse, ça dépend de la taille, mais qui est dure, très douloureuse, non impulsive à l'atout et surtout totalement irréductible par la pression douce. Et donc devant ces caractéristiques, on peut dire qu'on est devant une hernie étranglée. Cet examen, il doit préciser surtout depuis combien de temps exactement la hernie est-elle douloureuse, depuis combien de temps. Et donc là, le facteur de temps, il est très important parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a un enjeu vital, c'est-à-dire il y a la notion de nécrose et d'ischémie, et donc qui est lié à la durée de la souffrance et de l'étranglement. Alors, plus je tarde, plus j'ai des chances d'avoir des complications. Alors, depuis combien de temps exactement la hernie, elle est douloureuse? C'est la question qu'on doit poser en premier lieu au patient. Avec ou sans arrêt du transit. Donc, pour savoir à peu près s'il y a un engagement des anses intestinales ou pas, s'il y a juste de l'épiplan, etc. Deuxièmement, on cherche les autres signes cliniques qui peuvent apparaître secondairement, comme un météorisme abdominal ou bien une défense en cas de souffrance intestinale, la présence de température, mesurer le pouls et la tension artérielle. Troisièmement, rechercher des signes de déshydratation, la soif, le pli cutané, la tachycardie, l'hypotension, qui sont des signes de gravité traduisant le retard du diagnostic. Donc, on a vu qu'il y avait un enjeu local et général. Des conséquences locales, cette anse qui va souffrir, qui risque de nécroser, de se perforer, et cet étranglement qui va entraîner une occlusion avec toutes les conséquences sur l'état général. Alors, le malade parfois se présente d'emblée dans le tableau d'une occlusion intestinale aiguë. Le malade, il vient d'emblée. Il ne sait pas qu'il a une hernie. Il vient d'emblée pour une occlusion intestinale avec douleur, vomissement, arrêt du transit, météorisme. Donc, il y a un syndrome, le syndrome complet.
et seul l'examen minutieux des systématiques de tous les orifices hernières permet de retrouver la hernie étranglée. Donc vous voyez, ça va dans les deux sens. Une hernie va se traduire par une occlusion, et là ça nous ramène à dire que devant toute occlusion intestinale aiguë, il faut penser à examiner les orifices hernières. Donc déshabiller les patients et regarder s'il n'y a pas une tuméfaction quelque part qui est incarcérée et qui peut être à l'origine de l'occlusion. Donc si on ne traite pas ce patient, qu'est-ce qu'il va y avoir? La striction permanente du contenu hernière, elle va entraîner une ischémie de l'anse intestinale incarcérée. Donc l'anse, elle risque de, vous voyez, nécroser, de se perforer. L'état général se dégrade en raison de l'infection. Et bien sûr, les complications métaboliques aussi vont s'aggraver par l'occlusion. Voilà des images, on voit ici une hernie étranglée et vous voyez ici l'ischémie intestinale. Donc on voit très bien la différence de couleur. Ici, c'est une anse viable, rose, totalement bien colorée, si l'on peut dire. Et là, vous voyez une anse nécrosée, presque noirâtre, avec des thromboses et une souffrance au niveau du méso qui traduit son étranglement. Et voilà le mécanisme de l'étranglement. Donc j'ai l'anse qui va s'incarcérer ici dans un orifice étroit. Elle ne peut plus revenir. Donc il va y avoir une gêne de retour veineux. Elle va prendre du volume. Elle va se bloquer là-bas. Et puis il n'y aura plus d'apport vasculaire et elle va se nécroser. Et de ce côté-là, on aura une occlusion. Donc c'est un obstacle. Donc le transit, il va s'arrêter. Donc s'il est dans ce sens-là, il y aura cette anse qui est aplatie et cette anse qui va se dilater et former un vrai tableau d'occlusion intestinale. Donc c'est ça, l'étranglement hernière, c'est une urgence chirurgicale. Donc c'est une urgence viscérale parce qu'on a un enjeu viscéral. L'anse, elle souffre, donc il faut la libérer le plus tôt possible et bien sûr penser à traiter la hernie en deuxième lieu. Alors, il y a une deuxième complication qui est plus ou moins fréquente. C'est en fait une étape à l'étranglement. C'est une hernie qui va s'incarcérer dans l'orifice sans signe d'occlusion qui devient. Donc la hernie, elle va s'incarcérer dans l'orifice inguinal, dans l'orifice hernière et elle ne peut plus se réduire. Elle devient douloureuse, mais elle n'entraîne pas une occlusion. Il n'y a pas encore cette souffrance, il n'y a pas assez d'éléments pour poser le diagnostic d'un étranglement. Donc, il a pratiquement le même pronostic que la hernie étranglée, mais il faut y penser. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre les signes d'occlusion pour dire que c'est une hernie étranglée ou bien qui est en train de s'étrangler et qu'il faudrait traiter. Donc, l'engouement, il peut être la première étape d'un étranglement hernière et le malade se présente tout de suite parce qu'il a mal. C'est la douleur qui amène le malade à consulter. Alors, le traitement, il repose sur quoi? Toute hernie diagnostiquée, elle doit être traitée. Pourquoi? Pour ne pas justement arriver à ça. Alors, le traitement, il repose sur deux volets. C'est surtout la chirurgie, donc on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est surtout le deuxième point qui est important, qu'on a tendance à oublier, c'est le contrôle des facteurs de risque. Alors si j'opère mon malade sans contrôler les facteurs de risque, je vais avoir un échec, je vais avoir une récidive. Donc je traite le malade, je ferme la hernie, mais en même temps je dois corriger tout ce qui peut amener à avoir une hernie. Les facteurs de risque, c'est-à-dire traiter les constipations, traiter l'insuffisance respiratoire, traiter les problèmes urologiques qui sont à l'origine de la dysurie et par la suite faire la réfection de la hernie. Donc le traitement, il est toujours précédé par une préparation et une consultation pré-anesthésique. Donc il consiste en quoi? Le traitement chirurgical, il a un principe. Le principe, c'est quoi? C'est de chercher cette hernie, il faut la disséquer, il faut réintégrer le contenu dans la paroi, dans la cavité abdominale, il faut le réintégrer, donc on ne résèque pas tout ce qui sort de la hernie, donc la résection, elle est réservée
pour les nécroses et pour l'urgence en cas d'étranglement, mais le principe du traitement, c'est d'aller disséquer, réintégrer le contenu abdominal qui est sorti dans le sac hernière, réséquer ce sac hernière péritonien et réparer le trou, l'orifice. C'est ça le principe. Donc, réintégration du contenu, résection du sac et réparation de l'orifice hernière. Alors, cette réparation, elle se fait de plusieurs manières. Il y a plusieurs techniques, donc on ne va pas les détailler, on va juste expliquer le principe. Il y a ce qu'on appelle les rafis. Les rafis, c'est la suture. On va suturer et fermer tout simplement. Mais il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques où on fait des surgés, des points séparés, où il faut faire des plasties, etc. Mais ça reste toujours des rafis en utilisant des différents éléments anatomiques du patient. Donc les aponevroses, les tendons, ils sont fermés et on aura une étanchéité de la région. C'est ça le principe de la raphie. Le deuxième principe, ce qui est le plus utilisé actuellement, ce sont l'utilisation de prothèses, que vous appelez communément plaques. C'est ça les prothèses. Alors, les prothèses, ce sont des matériaux synthétiques qui sont non résorbables dans la majorité du temps et qui sont utilisés pour obstruer ou bien fermer un orifice pour assurer l'étanchéité de la paroi abdominale. Donc ces prothèses, le principe c'est quoi? Le principe c'est de créer une réaction inflammatoire par la mise en place de ce corps étranger, donc qui va s'incarcérer et qui va s'intégrer plutôt à la paroi abdominale. Donc c'est ça les prothèses. Donc elles sont mises de deux manières, soit d'une façon classique conventionnelle, c'est-à-dire comme ici, on ouvre, on incise sur la hernie et on met notre prothèse et on fixe. Sinon, comme vous voyez ici, ça c'est une photo de célioscopie. Donc elles sont posées par célioscopie, c'est-à-dire de l'intérieur, et on va appliquer la prothèse pour boucher ou bien fermer l'orifice inguinal, pour fermer l'orifice inguinal. C'est ça les principales méthodes thérapeutiques chirurgicales de la hernie. Donc, en cas d'étranglement, c'est différent, c'est une urgence. Donc, on va surtout penser à sauver l'anse ou bien à l'urgence vitale du patient. Donc, c'est une urgence chirurgicale. Le malade doit être hospitalisé dans les meilleurs délais. La mortalité, elle est directement dépendante du délai d'admission à l'hôpital et de la mise en œuvre du traitement. C'est une question de temps. C'est pour ça qu'on a dit il faut toujours demander à quelle heure ça a commencé, depuis quand et à quelle heure le malade s'est présenté aux urgences, etc. Donc, il faut commencer toujours par une réanimation. Il faut rétablir l'équilibre hémodynamique. Il faut commencer une antibiothérapie le plus tôt possible. Sondage vésical pour quantifier la diurèse. Réhydrater le patient, donner des antalgiques. Donc, il faut réanimer et rétablir le déséquilibre qui a été causé par l'occlusion. L'intervention est entreprise dès que le constante et les peaux et la tension le permettent et sans trop attendre. Un délai de 2 ou 4 heures peut être nécessaire. L'intervention, elle se fait en urgence. Elle a deux objectifs. Traiter le contenu du sac. Donc, soit si cette anse elle est viable, je peux la réintégrer, mais si elle est dans cet état, je serai obligé de la réséquer et de l'enlever. Le deuxième temps, c'est de réparer et de refermer l'orifice hernière. Donc, la voie d'abord, elle est presque toujours une incision élective centrée sur la tuméfaction. Parfois, en cas de forme évoluée, faire une incision médiane aux urgences. Donc, au total, on doit savoir que la hernie inguinale ou bien la hernie de façon générale, c'est une pathologie bénigne, mais qui peut être grave par la complication. Le diagnostic, il est purement clinique, devant une tuméfaction indolore, impulsive, expansive à la toux et surtout réductible. Donc il faut penser au moment du traitement à corriger les facteurs de risque qui sont les principales causes des survenues de hernie. Je vous remercie.